Bismillah. Trois paires d'yeux se tournèrent aussitôt vers David. Lauren Wills, c'est ta voisine, s'exclama Abigail. Quel vénard, ajouta Homer. Elle est vraiment charmante. David était parfaitement d'accord sur ce point. Lauren Wills, la journaliste qui présentait les informations du soir, habitait sur le même palier que lui. Comment trouvait-elle le temps de répéter un rôle de théâtre? Son fiancé ou son mari devait avoir de la patience. Elle n'est pas mariée, déclara Abigail, comme si elle lisait dans ses pensées. J'ai lu un article à son sujet dans Seattle Weekly, il y a un mois. Elle a une personnalité très attachante, généreuse et d'une grande gentillesse. D'ailleurs, j'ai peut-être encore le magazine ici. Elle se pencha vers sa table de nuit et commença à fouiller dans la pile de revues qui s'y trouvait. Homer, qui avait suivi la météo, s'éclaircit soudain la gorge. David, je crois que tu peux rentrer maintenant sans problème. La tempête de neige s'est calmée, mais ils ont annoncé que le temps sera pire demain, ce qui me fait penser que je devrais probablement mettre des chaînes sur les roues de mon vélo. Des chaînes sur les roues de votre vélo, s'étonna David. Laissez-moi plutôt vous raccompagner. Nous mettrons le vélo dans la Jeep. C'est une bonne idée. Je crois que nous devrions partir sans tarder. Les deux hommes se levèrent et enfilèrent leurs manteaux. Rose s'approcha de David et déposa deux baisers sonores sur ses joues. Prends garde à toi, mon grand, lui dit-elle. Ah, je l'ai enfin trouvé, s'écria soudain Abigail. Voilà cet article sur Lauren Wills. Vous savez bien que je l'avais conservé. Regarde donc sa photo. N'est-elle pas superbe? David se pencha vers le magazine et eut soudain une bouffée de chaleur. Là, en pleine page de couverture, se trouvait Lauren, vêtue uniquement d'un maillot de bain et d'une large capeline, appuyée nonchalamment au bastingage d'un yacht. Le soleil jouait sur les courbes parfaites de son corps, et le bleu de la mer qu'on apercevait à l'arrière-plan avait exactement la même teinte que ses grands yeux de biche. Prends-le, dit Abigail en lui tendant le journal, et filez vite tous les deux, avant qu'il ne soit trop tard. Conduis prudemment, mon petit, comme je te l'ai appris, et si tu as l'occasion de revoir Lorraine, demande-lui un autographe pour ta vieille grand-mère qui l'adore. Du coin de l'œil, David vit Homer, Abigail et Rose échanger un regard complice. Que tramait-il encore? Il ressemblait à trois gamins en train de méditer un mauvais coup. D'accord, mamie, je le lui demanderai si je la revois. À bientôt, ajouta-t-il en l'embrassant. Rose, je compte sur vous pour l'empêcher de commettre quelque folie. Une fois rentré chez lui, David s'allongea sur son lit et sortit le magazine de la poche de sa veste. Il était déjà 1 heure du matin et les chutes de neige avaient redoublé de vigueur. Heureusement, le lendemain étant un dimanche, il pourrait rester toute la journée à la maison et travailler sur ses dossiers. Il feuilleta le journal et arriva enfin à l'article consacré à la journaliste. On y voyait de nombreuses photographies la représentant à son travail ou présidant une fête de charité en compagnie de célébrités locales. Bien que relativement succinct, l'article n'en donnait pas moins de nombreux détails sur sa vie. Elle avait 29 ans, vivait seule, était née et avait toujours vécu dans la région de Seattle. Sa famille comprenait sa mère Charlotte, son père Jack et son frère de 18 ans Zach. Elle avait un diplôme de journaliste, se consacrait entièrement à sa carrière. Elle aimait le sport et aidait de nombreuses associations charitables. Pourtant, l'article ne disait à aucun moment à quel point sa poignée de main était électrisante. Le type qui avait écrit l'article n'avait pas dû essayer, se dit-il. Parfait. David aimait bien l'idée qu'elle ne serrait pas la main de tout le monde. Il bâilla bruyamment et roula sur le lit. Alors qu'il sombrait dans le sommeil, l'image de Lauren continua de hanter ses pensées. Lauren se réveilla dans une chambre glacée. Elle avait oublié de mettre le chauffage en marche. Je ne veux pas me lever, songea-t-elle, alors qu'une pâte glacée se posait sur sa joue. Fiche-moi la paix, Chiffon. Va donc faire le café. Mais Chiffon semblait avoir d'autres idées en tête. Quand il commença à lui lécher le bout du nez, la jeune femme se décida à ouvrir les yeux. Bon, j'ai compris, tu as faim. Repoussant les couvertures, Lauren se leva et marcha jusqu'à la fenêtre. Pendant la nuit, une épaisse couche de neige
avait recouvert tout le paysage. Heureusement, on était dimanche, se dit-elle. Elle pourrait rester toute la journée à la maison et travailler sur ses dossiers. Après avoir enfilé sa robe de chambre, elle passa dans le salon pour allumer le chauffage, puis dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Chiffon se mit à se frotter contre ses jambes en ronronnant. À la fin, agacée, Lorraine le prit dans ses bras. Tiens-moi chaud au moins. Oh, nous avons des messages sur le Pandore. Qui a pu te téléphoner? Tu n'as pas de nouvelles, petite amie, n'est-ce pas? Chiffon se débattit et sauta sur le sol de la cuisine. Ah, les hommes, murmura-t-elle, en lui versant à manger dans sa gamelle. Lorsqu'elle passa dans la salle de bain pour faire sa toilette, la température avait heureusement nettement remonté. En attendant que la baignoire se remplisse, la jeune femme s'observa dans le miroir au-dessus du lavabo. De larges cernes entouraient ses yeux. Rien de surprenant à cela. Il était 1 heure passée la veille, au soir, lorsqu'elle avait enfin pu se mettre au lit. Et il lui avait fallu attendre encore bien longtemps avant que sa colère contre Joe s'apaise. Cela m'étonnerait beaucoup que ce bon vieux Joe éprouve le moindre mal à trouver le sommeil, dit-elle à Chiffon. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me torture en pensant à lui et à Tania. Il n'en vaut vraiment pas la peine. Son bain pris, Lorraine s'enveloppa dans son peignoir et s'assit derrière sa coiffeuse pour se maquiller soigneusement. Au moins, Chiffon serait impressionné par sa bonne mine. Une fois prête, elle enfila un pull en angora rose pâle et son vieux jean déchiré exactement aux endroits prescrits par la dernière mode. Lorraine se rendit ensuite dans son salon, digne de figurer dans Maison et Jardin. Elle adorait les antiquités et, avec l'aide de Polly, avait passé toute la région de Seattle au peigne fin pendant des mois avant de trouver chaque meuble et chaque bibelot. Le résultat en valait la peine. Son intérieur était maintenant d'un goût parfait, jusque dans les moindres détails. Allons donc voir qui nous a appelés, Chiffon. La jeune femme s'assit dans le confortable canapé de cuir crème et son chat lui sauta immédiatement sur les genoux. Son message enregistré retentit dans la pièce. Vous êtes en ligne avec la salle de rédaction. Laissez votre scoop après le bip. Il faudra que je le change, songea-t-elle. Il devient lassant. Le premier message était de sa mère, le deuxième d'Edna Edison et le troisième de Polly. Lorraine décida de régler en premier les questions relatives à son travail. Elle composa le numéro direct d'Edna à la station. Celle-ci voulait la rencontrer le lundi suivant pour discuter des vacances de Lorraine. Il lui restait 2 semaines à prendre avant Noël, qui serait perdu après le 1er janvier, et Edna avait été désignée pour présenter le journal de 11 heures à sa place. Lorraine et Joe avaient un moment caressé l'idée d'aller bronzer sur une plage de Bahamas, mais il n'en est évidemment plus question. Peu désireuse de s'appesantir sur ses vacances gâchées, elle appela ses parents sans plus tarder. Ils ne l'avaient pas vue depuis un mois, et elle leur promit de dîner avec eux dès que le temps le permettrait. Enfin arriva le tour de Polly. Allô, Polly, c'est moi, Lorraine. Je suis contente que tu sois chez toi. Où voudrais-tu que je sois par un temps pareil? Je profite de la tempête pour repeindre ma cuisine. Alors, comment vas-tu? Déprimée? Pas vraiment déprimée, répondit Lorraine. Non, je me sens surtout perdue. Bon, ce n'est pas si terrible alors. Cela pourrait être pire. Il y a probablement des tas de choses pénibles auxquelles je n'ai pas encore songé. Mais pour l'instant, ce qui me préoccupe le plus est de trouver un danseur pour le bal du maire. Joe y va avec Tania? Oui. Quel sagouin! Lorraine éclata de rire. Elle imaginait très bien son amie prête à charger le pauvre vieux Joe. Avec sa crinière de boucles rousses, Polly ressemblait parfois à une lionne défendant ses petits. On avait du mal en la voyant à l'imaginer, institutrice dans une maternelle. Elle n'était guère plus grande que ses élèves. Je n'arrive pas à comprendre ce qu'il fabrique avec cette poupée Barbie, reprit-elle. Tu sais, tu pourras toujours y aller avec Gus et moi. Gus jouera avec son orchestre de jazz, mais au moins tu ne seras pas toute seule. C'est gentil, mais tu ne connaîtrais pas plutôt un homme fabuleusement beau qui pourrait m'accompagner?
insista Lorraine. Seulement les musiciens du groupe de Gus, et je doute qu'on puisse les qualifier de fabuleusement beaux. De toute façon, ils joueront une bonne partie de la soirée. Je devrais peut-être demander à mon nouveau voisin, déclara pensivement Lorraine. Quel nouveau voisin? Oh, rien, il est certainement marié. Tous les types bien le sont. Quoi? Rien. Qui? Rien. J'ai un nouveau voisin, expliqua Lorraine en riant, et il a l'air pas mal. Que veux-tu dire par pas mal? Raconte tout à ta vieille copine Polly. Eh bien, il est superbe, grand, brun aux yeux verts, avec un corps à tomber à la renverse. Et lorsqu'il sourit, il a la fossette la plus séduisante que je connaisse. Il est drôle et apparemment gentil. Il a des mains magnifiques. Tu es en train de me décrire le prince charmant. Tu vas le revoir? Je le croiserai probablement de nouveau, mais tu sais que je n'ai guère de temps à consacrer à une nouvelle relation sérieuse. De toute façon, je te rappelle que je viens juste de me faire plaquer. Et pourtant quoi? Pourtant il y a quelque chose dans cet homme. En tout cas, il serait une revanche formidable. S'il n'est pas marié, j'aurai peut-être le courage de lui demander de m'accompagner à ce satané bal. Ainsi je pourrais montrer à ce crétin de Joe et à Satania que j'ai moi aussi une vie privée. On dirait que tu as déjà tout prévu. Prends garde cependant. Ne va pas te mettre dans un nouveau guêpier. N'oublie pas que tu parles à Lauren Wells, la femme de tête froide et professionnelle, répondit-elle en riant. Mais que ferais-je s'il refuse? Tu ne le sauras pas tant que tu ne lui auras pas demandé, répondit Polly. Bon, je te laisse. Tiens-moi au courant de tes progrès avec ton voisin miraculeux. On peut se voir lundi ou mardi si le temps le permet. La météo prévoit une nouvelle vague de froid pour les jours qui viennent. Ok, je te rappelle. À bientôt. Lorraine raccrocha en souriant. Au même instant, un choc contre la porte l'avertit que le livreur venait de déposer le journal dans le couloir. Un peu de lecture m'aidera à tuer le temps, songea-t-elle en se levant pour aller ouvrir. David ouvrit un œil, roula dans son lit et bâilla. Quel était ce truc collé contre son estomac? Il glissa une main sous le drap et en retira la photo de Lorraine. Bonjour, beauté. As-tu passé une bonne nuit? Il sortit de son lit et marcha jusqu'à la fenêtre pour ouvrir les rideaux. Dehors, la ville entière semblait couverte d'une épaisse couche d'un blanc immaculé. Pas question de sortir aujourd'hui, se dit-il en allant dans la salle de bain. Tant pis, j'en profiterai pour laver mon linge. Une vague de bonne humeur le submergea dès que l'eau chaude coula sur ses épaules. Le soleil a rendez-vous avec la lune. Poupidou, papoum, papoum, bibida, pada, mais elle ne le sait pas. Mais elle ne le sait pas. Papapidou, badi, badam, et le soleil étend. Il termina son concert en fermant le robinet. Padadam. D'un geste, il attrapa une serviette propre et se sécha prestement, puis se rasa et s'aspergea d'eau de toilette. À peine avait-il enfilé un jean et un vieux pull troué au coude qu'il passa dans la cuisine pour se préparer son café matinal, sa tasse à la main, il retourna dans le salon et s'assit sur le canapé. David était un adepte de la décoration minimaliste. Ainsi le ménage était-il plus vite fait. Du mur gris clair, une moquette légèrement plus foncée, deux meubles de bois peints en blanc, des sièges de cuir noir et quelques tableaux modernes pour donner une touche de couleur vive. Voilà le cadre qu'il s'était choisi. Un peu austère peut-être, mais facile à vivre. Bon d'accord. Il y régnait un certain désordre, il n'avait jamais été doué pour le rangement, voilà tout. Il attrapa le téléphone et composa le numéro de l'hôpital de Seagrove. Dididida, padadam, chantonna-t-il en attendant qu'on décroche. Mais étrangement, personne ne répondit. Il laissa sonner une dizaine de fois, puis raccrocha, et s'il essayait de joindre Homer. Après un coup d'œil dans son répertoire, il reprit le téléphone et tapa le numéro du voisin de sa grand-mère. Une fois encore, il y eut une douzaine de sonneries sans que personne ne réponde. De plus en plus étrange, se dit-il. Il devrait essayer plus tard. Ne sachant que faire, David alluma la télévision. Son travail pourrait bien attendre un peu. Sur l'écran, les journalistes annonçaient une nouvelle vague de froid qui devrait s'abattre sur la ville la semaine suivante.
Dommage que ce ne soit pas ma voisine, songea-t-il amusé. Je pourrais peut-être aller frapper à sa porte pour lui demander directement des nouvelles. Cette réflexion lui fit soudain penser à son journal. Il devrait être arrivé à 7 heures. Il ouvrit la porte et vit que sa voisine faisait de même. Bonjour, dirent-ils en chœur avant d'éclater de rire. Lorraine, dit-elle en se présentant pour la seconde fois. David. Une fois encore, ils se serrèrent la main, et la magie opéra de nouveau. La même décharge électrique, le même frisson dans le dos. C'était ridicule d'être secoué ainsi par une simple poignée de main, se dit-il. Une telle chose ne pouvait pas arriver à un homme comme lui. Il était froid, il était dur, il était sans voix. Bonne journée, reprit la jeune femme. Oui. Il avait un regard si perçant que Lorraine se sentit soudain nue. Lentement, elle retira sa main et crut apercevoir une lueur de déception dans les yeux de son voisin. Au passage, elle nota qu'aucune alliance n'ornait son doigt, et se demanda soudain comment introduire le sujet de ce bal dans une conversation qui paraissait déjà bien mal partie. Pose-lui la question, lui disait une voix intérieure. Non, pas déjà, répliquait aussitôt une autre. Lorraine poussa un soupir découragé. Vous ne répétez pas votre pièce ce matin demanda-t-il enfin. Répétez. Ah oui, vous êtes beaucoup plus jolie dans la réalité. David rougit aussitôt lorsqu'il comprit ce qu'il venait de dire. Ah, vous savez donc. Lorraine semblait embarrassée. Elle était vraiment très belle lorsque ses joues rougissaient. David eut l'impression d'être complètement idiot. Oui, je vous ai vu hier soir. Vous êtes la journaliste préférée de ma grand-mère à la télévision. La mienne aussi. Je ne suis pas idiot, songea-t-il immédiatement. Je suis super idiot. C'est gentil, répondit-elle. Et vous, que faites-vous? Je suis avocat. Ah oui, quelle sorte d'affaires traitez-vous? Des divorces. Fit-elle d'un air impressionné. Comment se porte votre grand-mère? Très bien, répondit-il, ravi qu'elle ait posé la question. Son état s'améliore chaque jour. Oh, tant mieux. J'en suis sincèrement très contente, répliqua-t-elle. Chiffon choisit juste ce moment pour se faufiler entre ses jambes et aller se frotter contre les pieds nus de David. Il se mit à ronronner et à lui mordiller les orteils. Eh, petit tigre, ne les mange pas, j'en ai besoin. David s'accroupit et caressa le ventre de l'animal, dont le ronronnement redoublait d'intensité. Mais soudain, le journal que David tenait lui échappa d'une main et tomba sur le sol. Effrayé, Chiffon s'agrippa de toutes ses griffes à sa poitrine comme s'il s'était agi d'une bouée de sauvetage. Aïe! S'écria David en se redressant. Il tenta de se dégager de cette étreinte douloureuse, mais Chiffon, les oreilles couchées, le poil hérissé, résistait de toutes ses forces. Oh, vilain garçon! S'exclama Lorraine. Elle s'approcha de l'animal et réussit à le reprendre dans ses bras. Je suis vraiment désolée, dit-elle. Vous a-t-il fait mal? Non, il jouait simplement, répondit David. En fait, cela faisait terriblement mal. Il avait l'impression d'avoir été transformé en pelote d'épingle. Oh, regardez, s'écria la jeune femme en montrant les trous que Chiffon avait fait dans le pull. Ce n'est qu'un vieux tricot, ne vous inquiétez pas, mais vous saignez. Vraiment. Il jeta un coup d'œil à sa poitrine et constata qu'effectivement, de petites taches de sang apparaissaient sous la laine. Pourquoi n'entreriez-vous pas? Proposa Lorraine. J'ai une bouteille de ce truc orange qui sent si mauvais. Ne vous tracassez pas pour si peu, je survivrai. S'il vous plaît, j'insiste, c'est le moins que je puisse faire. En plus, si jamais cela s'infectait, vous me ferez un procès, ajouta-t-elle en riant. C'est une bonne idée, répondit-il amusé. Habituellement, je ne m'occupe que des procès en divorce. Ce sera inutile. Il n'est pas marié. Qui? Chiffon. Chiffon. Mais c'est un nom dégoûtant. Qu'a-t-il fait pour mériter cela? Non, finalement, je préfère ne pas le savoir. Il entra dans l'appartement de Lorraine, qui ferma la porte derrière eux. Très joli, dit-il en examinant les décors. Merci. Asseyez-vous là, je reviens tout de suite. La jeune femme passa dans la salle de bain et ouvrit son armoire de toilette. En un tournement, elle attrapa une boîte de sparadrap, une bouteille d'eau iodée et du coton. Elle n'était pas infirmière, mais avait confiance dans ses capacités à traiter quelques égratignures sans se trouver mal jusqu'à ce qu'elle revienne dans le salon. Là, au milieu de la pièce, se trouvait le David de Michel-Ange.
Nue jusqu'à la ceinture, la jeune femme en eut le souffle coupé. Comment diable, allait-elle se débrouiller pour le soigner? Ses mains tremblaient déjà tant que son matériel faillit lui échapper. Ah, dit-elle, vous êtes là? Oui, où voudriez-vous que je sois? La vue du sang ne vous rend pas malade, au moins. Non, non, répondit-elle, en posant son chargement sur la table basse. David prit un coton et entreprit de nettoyer ses plaies à l'eau iodée. Mais à peine avait-il terminé avec une éraflure que celle-ci se remettait à saigner avant qu'il ait eu le temps de poser un pansement. Pourriez-vous m'aider lui demanda-t-il en se rapprochant. Soyez douce avec moi. La jeune femme saisit la bouteille qu'il lui tendait et commença à désinfecter ses blessures avec appréhension. Bientôt, le torse de David fut complètement bariolé de traces oranges et de morceaux de sparadrap. Dieu du ciel, subhanahu, s'exclama-t-elle en riant nerveusement. On dirait que vous sortez d'une salle d'opération. On va peut-être avoir besoin d'un réanimateur cardiaque. C'est un peu exagéré tout de même, répondit-elle en terminant de le penser. Sa peau était si soyeuse, malgré ses muscles d'acier, on avait du mal à croire que quelque chose puisse être à la fois si dur et si doux. À côté de lui, Lorraine se sentait petite et fragile, comme une porcelaine ancienne, en dépit de sa taille au-dessus de la moyenne. Vous semblez ne plus saigner, dit-elle. Oui, grâce à vos soins. David attrapa son pull et l'enfila précautionneusement, au grand soulagement de Lorraine. Pour cacher son embarras, celle-ci lui tendit son journal. J'ai entendu dire qu'il y aurait de nouvelles chutes de neige vers le milieu de la semaine prochaine, déclara-t-elle. Oui, cette tempête est tout à fait inhabituelle pour la saison. Et nous pourrons certainement circuler normalement dès lundi. Mais le week-end prochain, nous serons probablement bloqués de nouveau. David se pencha vers elle pour lui montrer la rubrique météorologique du journal. Elle perçut les effluves de son eau de toilette, une fragrance très sexy, tout comme lui. Eh bien, je crois qu'il est temps que je vous laisse, répétait, dit-il en se levant. Je vous souhaite bonne chance. Pardon? Pour votre pièce? Ah oui, excusez-moi, encore une fois pour Chiffon. Il a eu peur. Ce n'est pas grave, comme cela nous sommes quittes. Après tout, je vous ai fait tomber l'autre jour. Si vous avez besoin de quelque chose, au cas où nous serions bloqués par la neige, n'hésitez pas à venir me voir. D'accord, merci. Parle-lui du bal, lui cria une petite voix, mais Lorraine en fut incapable. Peut-être la prochaine fois. Elle le raccompagna dans le couloir, et ils restèrent un instant à se regarder. Ils se dirent au revoir exactement au même instant, ce qui les fit rire en chœur. Leurs portes se refermèrent en même temps. Il neigea pratiquement toute la journée. David essayant en vain de joindre Abigail et Homer, et plus les heures avançaient, plus il s'inquiétait. Si seulement Homer utilisait le répondeur qu'il lui avait offert pour Noël. Il aurait pu laisser un message à la fin. N'y tenant plus, il appelait les réclamations. Une voix nasillarde lui répondit. Réclamation, j'écoute. Bonsoir. Pourriez-vous me dire si les lignes téléphoniques sont coupées dans certains secteurs? Mais monsieur, où ne sont-elles pas coupées? Répondit son interlocutrice. Où essayez-vous d'appeler? À Seagrove. David donna le numéro de l'hôpital et celui d'Homer. Un instant, je vous prie. Les 4 saisons de Vivaldi retentirent dans le combiné. Bon choix, pensa David. Dommage, simplement qu'ils aient choisi l'été et non l'hiver. Tout en attendant, il se mit à songer au prétexte qu'il pourrait trouver pour aller dans le couloir sans avoir l'air d'espionner sa voisine. Quel imbécile il avait été ce matin. Habituellement, lorsqu'il avait affaire à une femme, il savait se montrer sophistiqué, drôle et spirituel, entreprenant même. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu lui dire qu'elle était plus jolie dans la réalité. Quel clown, se dit-il. Monsieur? Oui. J'ai essayé les 2 numéros que vous m'avez donnés, sans résultat. Les services de réparation m'ont informé qu'il y avait eu des dégâts dus aux chutes de neige dans ce secteur. Il faudra plusieurs jours avant que les lignes soient rétablies. Essayez donc d'ici à après-demain. Entendu, je ferai comme cela. Merci. David raccrocha, légèrement soulagé. Au moins sa grand-mère était à l'hôpital, et rien ne pourrait lui arriver. Après tout, on lui disait souvent pas de nouvelles, bonnes nouvelles.
Malgré tout le temps passé à flâner dans le couloir, il n'eut pas l'occasion de rencontrer Lorraine de nouveau. De tout le week-end, elle devait répéter sa pièce. David passa son temps à astiquer sa porte, à changer une ampoule en parfait état de marche et à boucher à l'enduit un microscopique trou dans le mur. Finalement, écœuré par son manège et surtout par l'absence totale de résultats, il décidait de se consacrer à son travail. Encore aurait-il fallu pouvoir se concentrer sur ce dossier, mais une créature de rêve, aux sublimes jambes et aux yeux bleus, venait sans cesse le perturber. Cela n'avait aucun sens, songea-t-il. Après tout, n'était-il pas spécialisé dans les divorces? Il savait mieux que quiconque ce que donnaient à la langue les passions romantiques, désillusion et amertume, comme pour ses parents. Il neigea encore un peu le dimanche, jusque vers 11 heures, mais la température se réchauffa dans l'après-midi. Le lundi matin, les routes étaient enfin dégagées, ce qui permit à David d'aller travailler sans encombre. La journée se passa dans un tourbillon de coups de téléphone et de rendez-vous. Il tenta plusieurs fois d'appeler sa grand-mère, sans résultat. Les lignes devaient toujours être coupées. Mardi soir, il commençait vraiment à s'inquiéter et envisagea de se rendre directement à Seagrove pour vérifier de visu que tout allait bien. Le temps le permettait et les prochaines tempêtes de neige n'étaient prévues que pour vendredi. Il venait de prendre sa décision lorsque le téléphone sonna. David, bonsoir, c'est Rose. Je t'appelle au sujet de ta grand-mère. Rose parut chercher ses mots, ce qui acheva de paniquer David. Elle vient d'avoir une nouvelle attaque.